Bonjour les amis, bonjour à Bonjour. tous, bonjour à toutes. Et Julien, c'est parti, ça continue. Pour une troisième émission Troisième émission, qui va on parle, poursuivre la deuxième ouais, la sur la suite, structure de la matière. structure de la matière. Donc je rappelle que on est dans une série de capsules qui concernent la physique, la science physique, et une science physique qui permet à toute personne qui est en démarche de conscience de mieux connaître la matière dans laquelle nous évoluons. Nous faisons évoluer aussi l'amour, Absolument. parce que c'est pas parce qu'on parle de physique qu'on est départi de notre conscience de la dimension spirituelle de l'être humain. Mais toi, c'est pas ton propos de parler de la dimension spirituelle pour l'instant. Voilà, je te laisse plutôt ce domaine-là. Bah, avec toi, j'interviens peu pour l'instant, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je pense qu'à un moment, on pourra en parler davantage. T'es d'accord? On verra. L'objectif, je le rappelle, c'est de permettre à toute personne qui a une démarche de conscience incluant sa dimension spirituelle de pouvoir parler aussi de la matière sans dire de choses qui heurtent ceux qui ont une démarche scientifique classique. Oui, c'est de faire un peu la part des choses entre ce qui relève de la physique, ce qui relève pas de la physique. Voilà, c'est ça. De- Ok. Et donc, Julien, toi, ta formation scientifique en physique traditionnelle te permet de nous donner les informations dont nous avons besoin pour C'est être ça. pris au sérieux. Mais il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Hein. Non, c'est partager un peu les connaissances et de voir Mm. si ça trouve un écho. Alors, lors du dernier épisode, on a vu les 4 états de la matière. On a vu donc l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux et l'état Le plasma. plasma. Ah, ça m'a beaucoup intéressé. C'est vrai que là, voilà. Et on va continuer. Là, donc, tu nous parles maintenant Et donc d'aller plus loin de descendre en échelle. dans l'infiniment petit. Oui. Allez, on y va. On était parti de la cellule pour aller jusqu'à l'atome. Ouais. L'atome constitue du noyau. Et là, aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a encore à l'intérieur de ces éléments. Voilà. Et là, De l'atome aux particules élémentaires. On a vu qu'un atome, c'est un noyau avec des entouré d'électrons. protons, ouais, À l'intérieur des protons et des neutrons. et des neutrons, et autour, entouré d'électrons. voilà, avec un nombre égal de protons et d'électrons, et un nombre variable de neutrons. Ce qui amène différents isotopes. Voilà. La taille d'un atome, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres, donc un dixième de nanomètre. Oui, je rappelle que la première émission a été consacrée à la question des mesures et des unités. Et donc, si on ne sait pas ce que c'est qu'un angstrom, c'est pas compliqué. On va se faire la première émission. Voilà, c'est assez important, assez utile pour pouvoir comprendre les concepts qu'on utilise ici. Ouais. L'atome 10 puissance moins 10 mètres, à l'intérieur un noyau qui fait à peu près 10 puissance moins 14 mètres, donc c'est quand même 10 000 fois plus petit. Et un électron qui aujourd'hui a une taille inconnue, qu'on suppose potentiellement nulle, ou pas. Ça veut dire quoi, une taille nulle? Une taille nulle, ce serait un point absolument dans l'espace. Donc non mesurable. Aujourd'hui, elle n'est pas mesurable. On a pu la contraindre jusqu'à 10 moins 18 mètres. On sait que l'atome est plus petit qu'un milliardième de mètre, mais on ne connaît pas sa taille. Peut-être qu'il n'en a pas, peut-être qu'il en a une, mais aujourd'hui, on a juste pu contraindre. Contraindre, ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminer la limite supérieure. Déterminer la limite supérieure. Ah, d'accord. Le contour, on va dire. La limite supérieure de la taille, on sait qu'un électron n'est pas plus grand que 10 puissance moins 18 mètres. D'accord. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est moins 19, moins 20 ou vraiment 0. Donc, quand on regarde, on peut regarder un atome. Oui. Tu nous as dit ça l'autre jour. Et donc, on peut regarder un atome. Et donc, on voit l'atome, on voit sa structure. Et on voit une boule. On voit une boule et il y a vaguement quelque chose qui circule autour. Ça, on ne le voit pas. On le voit Avec pas. un microscope, on ne le voit pas. Après, c'est des expériences qu'a pu faire Rutherford. On envoie des particules dessus et on voit comment ces particules sont réfléchies. Ah, c'est ça. Et là, ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, comme une échographie, parce que j'avais pris l'exemple de l'analogie avec une échographie, c'est-à-dire que c'est un reflet en quelque sorte d'une image. Oui, ou des fois ça passe à travers, mais oui, l'expérience du début du XXe, Rutherford, qui ont permis de commencer à voir la structure de la matière. Ok, d'accord. Par exemple, pour le lithium, on a 99,98% de la masse de l'atome qui sont contenus dans le noyau. Donc vraiment, je l'ai en dessous, un proton ou un neutron, c'est à peu près 1840 fois plus lourd qu'un électron.
Ah ouais. Un électron, ça pèse 9, 10 puissance moins 31 kilos. Donc c'est une masse négligeable. Masse très faible, très très faible. Hmm. Et ça représente, voilà, 1/2 millième de la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc ce qui pèse dans un atome, c'est son noyau et Oui. non pas ses électrons. Non. Ça m'intéresse, moi, ça. Parce que j'ai une croyance sur les électrons. Oui. J'ai une intuition sur les électrons. Ça te fait rire? Ce qui ne veut pas dire que 99,9% de la matière sont vides. On a la vision classique qu'un électron est une petite particule, une petite bille qui tourne très loin du noyau, avec du vide entre les deux. Mais en réalité, voilà, on verra avec la physique quantique que c'est pas aussi... Est-ce que c'est vrai cette histoire de vide entre le noyau et l'électron, justement, entre les couches? Parce que tu nous as bien expliqué que l'électron tourne autour du noyau avec des couches. On n'est pas en contact direct. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le noyau et les couches? Il y a un espace vide. Le vide, ça existe, ça. Oui. En physique, ça existe. Il y a quelque chose. Il y a des théories sur l'énergie du vide, etc., qu'on ne va pas détailler ici, mais là, pour ce qui est de notre présentation, oui, c'est du vide. D'accord. Alors, le noyau est constitué on l'a vu, de protons et de neutrons, avec une taille encore 10 fois inférieure à celle du noyau, proton-neutron, et un proton et un neutron sont constitués de 3 quarks. Ah, alors c'est quoi ça, les quarks? Quarks, ce sont les constituants du proton et du neutron. Donc c'est encore un élément en dessous du proton et du neutron. Oui. D'accord. Et le quark est aujourd'hui élémentaire. C'est ça qu'on appelle une particule élémentaire? Le quark est une particule élémentaire en ce sens qu'on ne lui connaît pas de constituant de sous-division. Ouais. C'est le plus petit élément qu'on connaisse dans la composition de la matière. Il y en a un certain nombre, mais oui, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans un quark. Ah, voilà, en ce sens, on l'a pas identifié. On ne sait pas s'il y a quelque chose ou pas. Ouais. Et s'il y a quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on sait comment il est fait. Est-ce qu'il est rond? Ah non, non. Oui, de la même façon que l'électron, il a une taille inférieure à 10 puissance moins 18 mètres. Ouais. Mais de la même manière qu'on ne connaît pas la physionomie, on va dire, de l'électron, on ne connaît pas la physionomie du quark. Non. Ok. D'accord. La théorie des cordes, on en reparlera, mais éventuellement des éléments là-dessus. Mais aujourd'hui, on a pu contraindre la limite supérieure de la taille d'un quark à la même valeur que la taille d'un électron. D'accord. Donc de taille inconnue, mais inférieure, quoi qu'il en soit, à 10 puissance moins 18 mètres. D'accord. Et donc c'est la définition d'une particule élémentaire. C'est indivisible. Aujourd'hui, on n'en connaît pas les tailles. Enfin, c'est notamment indivisible. Ok. Ok. Alors les 4 états de la matière, on revient un petit peu sur ce qu'on avait vu. Oui. Je repasse en avant. Les quarks à l'intérieur des protons et des neutrons sont tenus par ce qu'on appelle des gluons. Ah, ça porte bien son nom, ça colle? Oui. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça? C'est ça. Ça permet de garder ensemble des quarks à l'intérieur du proton et du neutron, et les protons et les neutrons, ce qu'on appelle les nucléons, à l'intérieur du noyau. Mais donc c'est comme des ressorts, comme des ressorts, oui. Ah, oui. Comme des ressorts qui font qu'ils s'éloignent pas trop les uns des autres. Mais c'est comme un aimant, comme une force d'aimantation? L'aimantation, c'est électromagnétique. Là, c'est un autre type de force que je vais détailler un petit peu plus tard, mais c'est encore une autre type de force. D'accord. Ok. Mais on la représente classiquement comme un ressort. D'accord. Donc ils sont pas collés, ils sont pas figés, mais il y a une force. Attirés. Il y a une force qui font qu'ils s'éloignent pas trop les uns des autres. Voilà. Qui restent, ils confinent, cette force confine les quarks dans un proton et un neutron, et les protons et les neutrons sont confinés dans un noyau. D'accord. Grâce aux gluons, si j'ai bien compris. Grâce aux gluons, oui. Et donc, on a ce qu'on appelle le plasma de quarks et de gluons. Donc comme tout à l'heure, la fois précédente, on avait le plasma d'ions et d'électrons, c'est-à-dire qu'on réussit à séparer les ions des électrons, on enlève un électron. Et ben là, on va sortir les quarks et les gluons des noyaux. Pourquoi faire? C'est juste, ça permet de reproduire un état primordial après le Big Bang. C'est-à-dire que si on arrive à 10 puissance 12 Kelvin, donc 1000 milliards de degrés. C'est des températures, ça. 1000 milliards de degrés. Je me souviens que K, là, c'était les températures. 5000 milliards de degrés, soit quand même 100 000 fois plus chaud que le Soleil. Ah. Qui est à 1 ou 10 millions de degrés. Environ 10 millions de degrés pour la fusion nucléaire. Si on chauffe encore 100 000 fois plus, alors l'énergie d'agitation thermique est telle que les quarks ne restent plus confinés. Ils ont une agitation thermique telle que ils sortent. Ils se baladent, ils se promènent. Ils se baladent dans ce qu'on appelle un plasma de quarks et de gluons, une soupe
primordial, où il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de noyaux, il n'y a même plus de nucléons, il y a une soupe de quarks et de gluons. C'est des particules, donc? Les particules élémentaires, voilà. Qui sont en potage. Qui ne sont plus confinées, elles ne sont plus la force qui les tient ensemble. Confinées, ça veut dire rassemblées, collées les unes aux autres. Par les gluons. On sait ce que c'est que le confinement maintenant. Voilà. Hein, donc, déconfiné, voilà. Déconfiné, en quelque sorte. On y va, le plasma comme... Il faut chauffer très fort. C'est ça, pour être dans un état plasmique et résister au confinement. Elle est bien celle-là, Julien, je te remercie. Je t'en laisse la propriété intellectuelle. Donc, on recrée... la température permet de créer une soupe, un plasma de quarks et de gluons. Et ça, on a réussi à le reproduire en laboratoire. Là, il y a une photo du détecteur qui s'appelle ALICE. Oui, au CERN. Le CERN, c'est le centre l'accélérateur de particules, voilà, là. Centre européen de recherche nucléaire, avec un accélérateur de particules, le plus grand du monde aujourd'hui. Alors, donc, juste un instant, parce que moi, je suis pas bien sûre de savoir ce que c'est. Je crois que c'est à Genève. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a un très grand tunnel, je crois, qui a été construit physiquement, qui fait sous terre. 27 km de long. C'est ça. Qui est d'ailleurs majoritairement en France, mais les bureaux sont à Genève. Voilà. Et donc, dans ce tunnel, il y a un tuyau, c'est un tuyau, dans lequel on envoie... Ah oui, c'est ça, on envoie des particules. On les accélère, on les fait tourner dans un sens et d'autres dans l'autre. Oui. Et on les fait se collisionner au centre des 4 détecteurs qui sont construits. Il y a 4, sur ce tunnel, sur ce tuyau. Aux 4 points, orthogonaux, aux 4 points cardinaux de l'accélérateur, on a 4 détecteurs. Atlas, CMS, ALICE et un dernier que j'ai oublié. Ah, d'accord. Atlas. Atlas qui a découvert le boson de Higgs. Atlas et CMS qui ont été construits pour détecter notamment le boson de Higgs. Dont on parlera ultérieurement. Le boson de Higgs, qu'on appelle aussi la particule de Dieu, mais bon, non, c'est très contestable. C'est plutôt du marketing que... Voilà, exactement. Mais donc, ALICE... ALICE, voilà, c'est le détecteur ALICE, d'accord, qui est un des 4 points d'observation de ce qui se passe avec les particules. Oui. D'accord, et qui a détecté, donc... Alors, ALICE, c'est un détecteur, contrairement à Atlas ou CMS, qui sont des détecteurs pour des collisions de protons. Oui. ALICE, détecte des collisions d'ions lourds. Donc, on envoie des ions, des atomes auxquels on enlève un ou plusieurs électrons pour pouvoir les accélérer. Et donc, on envoie un gros atome face à un gros atome et ça crée... On a en bas à gauche les traces du détecteur. Il y a des milliers et des milliers de traces. Chaque trace de couleur, c'est une particule qui a été créée ou éjectée ou qui provient de l'atome qui a été projeté sur l'autre. D'accord. Et on détecte qu'au cœur de cette collision, pendant une fraction de seconde, on a reproduit un plasma de quarks et de gluons. C'est la fameuse soupe. Un des états qui arrive assez récemment après le Big Bang. Avant que ça soit suffisamment dédensifié, qu'il y ait une expansion suffisante et que la température est suffisamment diminuée pour que les quarks se mettent ensemble pour former des nucléons, les nucléons des noyaux et les noyaux éventuellement des atomes, qui ont pu après créer des étoiles, des planètes. Et donc là, on est au temps assez primordiaux de l'univers. D'accord. Donc ça, c'est un état, plasma de quark. C'est assez récent, plasma de quark et de gluons. Et ALICE, alors je ne sais pas si cette photo exactement reproduit un plasma de quark et de gluons, mais en tout cas, voilà, c'est des expériences d'une complexité incroyable. Vraiment, des détecteurs, il faut 10 ans ou 15 ans pour... 30 ans entre l'idée et vraiment la manifestation. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de scientifiques. Ouais, donc toi, tu regardes un petit peu ce qui se fait dans cet accélérateur de particules au CERN, là ? Pendant ma thèse, mes collègues travaillaient sur ces expériences Atlas, CMS. Voilà. Moi, je travaille sur une autre expérience. Maintenant, je m'en suis un peu plus éloigné, mais oui, je suis encore un peu. Ok. Et cette expérience, en projetant des ions à des vitesses proches de celles de la lumière, avec des énergies colossales, permet, dans la collision, de créer des conditions de température et de densité qui font que on reproduit un plasma de quark et de gluons. Ok. Qui donc est semblable à ce qu'on suppose qui a été un des passages entre l'explosion primordiale du Big Bang et il y avait quoi qui allait exploser avant le Big Bang? C'est quoi qui explose? On en reparlera. On va faire une émission. Ça m'intéresse. C'est assez complexe. Ok, d'accord. Il y avait bien quelque chose avant. Ok. Les 4 forces fondamentales. Voilà. Alors là, on continue dans les apprentissages de base. Vous en connaissez certainement 2. Il y en a 2 qui sont plus
confidentielles. Donc, elles gouvernent les interactions entre les particules. Et elles sont transmises par ce qu'on appelle des particules qui sont des bosons vecteurs. Donc ça, ces forces fondamentales, est-ce que ce sont des forces qu'on retrouve dans la vie quotidienne, dans notre... Alors, il y en a deux contre la vie quotidienne. Les autres, non. Les autres, non. D'accord, ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Et donc, les bosons vecteurs sont des particules qui transmettent en gros l'information entre particules, qui transmettent l'information des forces, en disant, vous allez interagir de telle façon. Donc, je vais commencer par la deuxième ligne, la force électromagnétique. C'est un nom qui nous dit quelque chose. Oui, c'est ça. Qui est une réunion de l'électricité et de la... Dynamique? Thermodynamique? Non, là, c'est électrodynamique quantique. C'est le nom de la théorie qui décrit les forces de l'électromagnétisme. D'accord. Et thermodynamique, c'est l'étude des phénomènes de chaleur. D'accord. Et des propriétés des gaz, voilà, entre les différents états. Les pompes à chaleur, par exemple, sont des machines, ce qu'on appelle des machines thermodynamiques. Là, c'est vraiment au niveau beaucoup plus fondamental. Quelles sont les forces, quelles sont les lois qui régissent les interactions entre particules chargées. D'accord. Donc, interaction entre particules chargées, donc entre les atomes et ce qui les compose, les uns avec les autres. Aussi, à l'intérieur d'un atome, mais aussi des atomes entre eux. Entre eux, c'est ça. Entre les charges électriques. D'accord. Ce qui fait que quand vous mettez un pull en laine, ben voilà, ça se charge. C'est ça, c'est pour ça qu'on a de l'électricité parfois. D'accord. Ou quand on ouvre la voiture, là, des fois, c'est ça aussi. Et la quatrième ligne, c'est la force de gravitation. On va les détailler un petit peu plus juste après. Mais la force de gravitation, donc qui est l'attraction vers le centre de la Terre. L'attraction entre deux masses. Ah, qui n'est pas forcément vers le centre de la Terre. Oui, mais disons qu'on attire autant le centre de la Terre que le centre de la Terre nous attire. C'est action-réaction, ça va dans les deux sens. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, la théorie qui explique ça, c'est la relativité générale. Ok. Mais à un étage un peu avant ça, c'est la mécanique classique, ou mécanique newtonienne. Oui. Après, qui a été supplantée, voilà. C'est comme ça que Newton... et pourtant, elle tombe. C'est la phrase qu'on Non, c'est pourtant, elle tourne. Elle tourne. Ah, d'accord. Qui disait que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui n'est pas beaucoup plus religieux de l'époque. C'est ça. Et leur système géocentrique. Oui, c'est ça. Donc, Newton, il a quand même bien vu une pomme tomber, et c'est ce qu'il... Ça, c'est la légende. En tout cas, Newton a écrit, je vais en parler, et on fera une émission là-dessus sur la mécanique newtonienne, les équations et des comportements des corps et de l'attraction gravitationnelle. Okay. Et ça a été complété, supplanté vraiment et poussé beaucoup plus loin par la relativité générale. D'accord. Donc ça, ce sont les deux forces qu'on connaît. Et après, il y a les deux autres forces que sont la force dite forte avec les gluons et la force dite faible qui avec les W. WZ. Qui sont les médiateurs ou les bosons vecteurs, sont les particules qui vont être échangées pour au moment de l'interaction entre deux particules. La force faible qui est notamment responsable de la radioactivité. Ah ben c'est pas rien. Non. Donc on la connaît, mais très importante. Ouais, on la connaît, mais on ne sait pas vraiment la nommer en fait. Hein. Et ces deux forces, on a ça dans l'avant-dernière colonne, le rayon d'action. Ces deux forces ne nous sont pas accessibles ici parce qu'elles ont des rayons d'action très très faibles. 10-15 mètres, donc c'est-à-dire typiquement la taille d'un proton ou d'un neutron, d'un nucléon. La force forte reste confinée dans un noyau. Donc ça veut dire l'émission de cette force n'est pas perceptible. L'émission, la portée, on ne peut pas sentir la force forte en dehors d'un noyau. D'accord, il faut être dans le noyau pour sentir la force forte. Oui. D'accord. Elle s'arrête là. Et la force faible, c'est encore 1000 fois plus petite, 10 puissance moins 18 mètres. Donc là, il faut vraiment que les particules soient très très proches. Et c'est son nom, force forte et force faible. Oui. D'accord. Et les autres, c'est force électromagnétique et force gravitationnelle. Oui, ok. C'est ça. Et on va les détailler maintenant. Ok. La force gravitationnelle, alors il y a la formule en haut à droite. Bien sûr. Voilà. Fonction. Non, c'est même F de 1 sur 2. La force de 1 sur 2. Force, d'accord. Elle est proportionnelle au produit des masses, M1 et M2. D'accord. Divisé par la distance qui les sépare au carré. R, voilà. Oui. Et multiplié par G, qui est la constante gravitationnelle. Ah bah oui. Donc 6, 10 puissance moins 11, qui est très faible. La valeur, c'est 10 moins 11. Donc la force gravitationnelle est faible. On peut... voilà, si on tombe de son tour, on va trouver qu'elle est forte, mais à l'échelle de l'univers et des autres forces, elle est plutôt très faible. D'accord.
D'accord. Et f de 1 sur 2 égale moins f de 2 sur 1, c'est action-réaction. Ça, on en reparlera. Bon. Mais c'est-à-dire que... Là, autant te dire que je comprends Alors, rien. c'est-à-dire que quand tu dis le centre de la Terre nous attire, oui. C'est ce qu'on m'a appris. Mais tout autant que nous attirons le centre de la Terre. Ah oui, alors ça, par contre, c'est vrai que j'ai vu une théorie là-dessus un jour où, effectivement, il était dit que c'est plutôt l'homme qui attirait vers lui le centre de la Terre. Alors, pas plutôt, c'est les deux en même temps. Et quand on dit la pomme tombe vers la Terre, en fait, la pomme tombe, mais la Terre monte un petit peu. Au prorata de leur masse respective. Donc, imagine que... Oui, bon, d'accord. Donc, la Terre, c'est imperceptible, mais... C'est dans les deux sens. D'accord. C'est pas juste la Terre est immobile en fait, et attire le reste. Un objet a une force d'attraction, c'est ce que je comprends. Voilà. Tu as une force d'attraction. Sur toi. Absolument. Sur moi. Et voilà. Et là. Non, Magali, ça va aller. Magali, c'est la compagne de Julien, elle est là avec nous, tout va bien. La force gravitationnelle des objets que nous sommes l'un et l'autre, elle est gérée totalement. Elle s'exerce entre deux objets massifs. Ouais. C'est pas un objet massif sur l'autre. Comme la Terre est beaucoup plus massive qu'une pomme ou qu'un être humain, on voit, on a l'impression que nous sommes attirés. Oui. Mais en fait, c'est parfaitement symétrique. C'est ce que dit la formule f de 1 sur 2 est égal à l'inverse de f de 2 sur 1. Bien sûr. L'opposé. Ok, c'est la formule que tu nous as mise là. Moi, je te crois sur parole, j'ai pas besoin de comprendre. Mais j'ai compris que deux objets exercent l'un et l'autre une attraction. Oui, égal et opposé. Voilà, c'est ça. Ok. Elle est toujours attractive. On ne connaît pas d'antigravitation. C'est pas répulsif. Non, c'est pas répulsif. Contrairement à la force électromagnétique. Ah, d'accord. Voilà, la formule M1 et M2 sont positifs, R est positif, de toute façon c'est au carré, et G est positif. Donc ça a toujours le même signe. Et le moins devant le moins G, M1, M2 sur R2, signifie que c'est attractif. Bon, alors là, tu vois, Julien... Voilà, je vais peut-être un peu trop loin. Non, c'est très bien, ça va satisfaire ceux qui savent comprendre ce genre de choses. Moi, je ne le comprends pas, mais par contre, j'ai compris le concept, donc ça me va. C'est toujours attractif, voilà. Les masses sont toujours positives, donc cette quantité a toujours le même signe. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ok. Et c'est une force en 1 sur R2. On appelle ça 1 sur R2, 1 sur R carré. Donc, elle est proportionnelle ou inversement proportionnelle au carré de la distance. Si tu vas 2 fois plus loin, la force est divisée par 4. D'accord. Si tu vas 10 fois plus loin, c'est divisé par 100. D'accord, ça y est, je comprends. 1 sur R, donc c'est une force qui décroît vite. Oui, c'est ça. Mais qui plus on va jamais... loin, moins la force est importante. Oui, avec le carré, donc ça double. C'est ça. C'est pas 1 sur R, c'est 1 sur R carré. C'est ça, d'accord. Mais ça a une portée infinie parce que 1 sur R carré, c'est jamais vraiment nul. Ah oui, c'est ça. Même si même si R devient important, c'est toujours, il reste toujours quelque chose. Même si R tend vers l'infini, alors la force tend vers 0, mais n'est jamais mathématiquement égale à 0. Alors en pratique, elle n'a pas d'effet. Elle peut ne pas avoir d'effet. C'est-à-dire qu'une pomme sur la Terre a une influence sur le Soleil, mais bon. Voilà. C'est-à-dire que quand je perds de ma capacité d'attraction, je dis c'est parce que mon 1 sur R carré devient très faible. Très faible, absolument. Ok, je comprends maintenant pourquoi. C'est pas du tout parce que je deviens moche ou non, c'est parce que mon 1 sur R carré devient très grand. Ok, non, très faible, absolument. Donc cette force est responsable de la gravité terrestre, mais comme on l'a expliqué, on attire autant le centre de la Terre qu'il nous attire. Ouais. Sauf que comme la Terre est plus lourde, elle bouge moins. Et oui, je comprends. Et donc, c'est-à-dire que quand je saute, je pousse la Terre qui s'éloigne un peu de moi. Ouais, mais bon. Ouais. Imagine qu'il n'y a pas de proportionnalité, ce serait un sacré chantier. Hein. Ouais. Mais bon, on vivrait autrement, je pense. Mais ce n'est pas le cas. Responsable des marées. Donc, les marées sont dues... Alors à quoi? À l'attraction de la Lune, mais en particulier à la différence d'attraction de la Lune sur les deux faces de la Terre. Comme la face de la Terre qui est plus loin de la Lune est moins attirée par la Lune en raison de ce 1 sur R carré. Oui. Alors l'eau est un peu plus attirée vers la Lune. Ok. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'eau qui est plus proche d'elle est plus forte que sur l'eau de l'autre côté de la Terre. Oui, okay. Donc, elle tourne. Et comme la Terre tourne au bout de 13 heures environ, c'est l'inverse. Donc l'eau. C'est pour ça que les marées sont effectivement sur des durées de 6 heures à peu près. 6h30. Mais c'est ça. Moitié de 13 heures. En 12h30 ou en 13h, tu fais l'aller-retour. C'est ça.
Donc les marées, voilà, c'est pas seulement la Lune, c'est la différence d'attraction gravitationnelle entre d'un côté de la Terre et l'autre côté de la Terre qui est plus loin. C'est vraiment une différence d'attraction. Parce qu'en fait, c'est lié à la force d'attraction des deux objets l'un avec l'autre et en fonction de l'emplacement qu'ils ont l'un à côté de l'autre. Je résume de façon un peu triviale, mais c'est vraiment une différence. La formation des planètes et des étoiles, donc le Soleil ou la Terre se sont structurés petit à petit par une attraction des particules gravitationnelles. On verra que le Soleil, on fera une émission, je pense, sur les étoiles aussi. Donc il y a une force gravitationnelle qui pousse le Soleil à se contracter sur lui-même et une force nucléaire, de fusion nucléaire, qui pousse vers l'extérieur. Donc il y a un équilibre en ce moment du Soleil qui va durer quelques milliards d'années. Mais à la fin, la gravité finit par gagner. D'accord. Je vous donne la fin de l'histoire. Ça veut dire quoi? Alors quand tu dis ça, ça veut dire... Le Soleil, à un moment donné, va se contracter et finir beaucoup plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. D'accord. Parce que la gravité va l'emporter sur les autres forces. Les forces nucléaires aujourd'hui qui sont en œuvre dans le Soleil. Ok. Mais on fera une émission là-dessus. Bon, d'accord. Donc là, en gros, c'est ce que je dis, très faible intensité, mais l'emporte in fine sur les autres forces. Donc c'est notamment dans la vie d'une étoile. La gravité finit par l'emporter. C'est ce que tu dis là, d'accord. Ouais. Ok. Et responsable également, cette force, de l'existence de systèmes liés, donc le système Terre-Lune, le système solaire, les galaxies. Ouais. Ce qu'on appelle un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent. Oui. Le système solaire est un système lié. Les planètes sont liées, sont prisonnières de l'attraction gravitationnelle du Soleil. C'est ça. Donc ça, c'est dû à la gravitation. C'est donc l'attraction du Soleil qui fait qu'il y a un système avec lui comme élément central, on va dire. Exactement. D'accord. Et le système Terre-Lune, la Lune est en orbite autour de la Terre parce qu'elle est... Elle forme un système avec la Lune. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un système binaire. Ouais, mais comme la Terre est beaucoup plus grosse, on dit que la Lune tourne autour de la Terre. Mais comme la force va dans les deux sens, la Lune influence aussi le mouvement de la Terre. Absolument. Et tu l'as dit avec les marées notamment. Oui, mais même le mouvement, l'orbite de le mouvement de la Terre autour du Soleil est impacté par la présence de la Lune et le système qu'elle forme avec elle. Pas juste ce qui se passe sur Terre, c'est le système Terre, ça. globalement. Ok. Donc ce sont des systèmes liés, des systèmes binaires. Oui, un système, à partir de deux éléments, on peut faire un système. Oui. C'est ça. Donc ça, c'est la force gravitationnelle. Force un petit peu similaire, mais pas complètement, c'est la force électromagnétique. Tu nous as mis qui, là, l'illustration? Alors ça, c'est un générateur de Van de Graaff. C'est-à-dire que là, la personne a des charges électriques qui font que les cheveux vont s'éloigner les uns des autres. Ah, c'est ces cheveux Comme les cheveux sont chargés, les charges identiques se repoussent. D'accord. Donc, comme les cheveux sont chargés, ils vont essayer, les charges sur les cheveux vont essayer de s'éloigner le plus possible. Et ça fait cette... Et ça fait ça. Ouais. Ah d'accord. Et elle est pas mal à l'aise avec ça. Non. Elle ressent pas de courant électrique, de décharge électrique, non, après, etc. il faut sans doute pas mettre la main sur un conducteur électrique. Ah oui, pour que les charges après passent à côté. Mais là, c'est un système isolé. Tout comme un ingénieur d'EDF monte dans une nacelle et peut travailler sur un câble à 100 000 volts parce qu'il est isolé. Mais il ne faudrait pas qu'il touche par terre en même temps. Oui, parce que moi, alors là, je vais te dire, le champ aux vaches, parce que moi, quand j'étais petite, le courant électrique, tu sais, de la clôture électrique qui gardait les vaches, là, je peux te dire que si tu y touchais, ça faisait bizarre. Parce que le courant passe à travers ton doigt pour passer dans le sol. Voilà, c'est ça. Si tu étais isolé du sol, si le courant ne pouvait pas passer à travers tes pieds, tu pourrais toucher ce câble. D'accord. Parce que le courant, ça charge ton corps, mais ça ne traverse pas. Ce qui fait du mal, c'est le courant électrique. Là, il n'y a pas de courant électrique, il y a juste des charges. D'accord. C'est la différence. Ok. Et on voit tout en haut à droite, cette force est proportionnelle au produit des charges, Q1 fois Q2. Et comme les charges peuvent être positives ou négatives, alors la force peut aller dans un sens ou dans un autre. Elle peut être attractive, entre charges opposées. Plus et le moins, c'est quand vous prenez une décharge, touchez une poignée de porte, vous aviez une charge et la porte avait une autre charge. Là, il y a un passage des charges, ça fait un courant électrique, une décharge, ou des charges qui sont de même signe, alors ça fait la photo de la femme avec les cheveux qui s'éloignent le plus possible les uns des autres. Son rayonnement est formidable. Hein. Voilà. C'est peut-être pas son propre rayonnement. C'est pas un rayonnement, c'est un effet. Les charges qui arrivent sur son corps parce qu'elle touche le générateur là, passent dans ses cheveux. Et c'est comme quand des fois, ça fait dresser les poils aussi, l'électricité. Oui. Parce que les poils étant chargés, tous de la même façon,
vont s'écarter le plus possible à cause de la force répulsive, la force électromagnétique répulsive. D'accord. Et comme la force gravitationnelle, elle a une dépendance en 1 sur R2, donc c'est une portée infinie. Ah oui, comme tout à l'heure. Et elle est très intense à courte distance. C'est-à-dire que quand vous approchez très très près des charges identiques, là je pense à nos protons, et ben ça devrait se repousser très fort. Et plus vous approchez près, et on voit la courbe rouge qui monte quand on approche de 0, plus vous approchez près, moins elles sont d'accord pour se rapprocher, plus c'est difficile de la rapprocher. D'accord. Parce que 1 sur R carré devient très grand quand R devient très petit. C'est l'interprétation mathématique. Oui. Mais c'est faible à grande distance et c'est fort à courte distance. D'accord, ok. Donc cette force est responsable des phénomènes électriques et électrostatiques. Responsable de la cohésion des atomes, un noyau positif va attirer des électrons négatifs. Ça, c'est classique. Et de l'existence des molécules. On va créer des liaisons covalentes, on va partager des électrons. Ce qu'on entend, le petit bruit, là, c'est la maison qui parle. D'accord. Mais bon, le physicien expliquera. C'est les poutres de la maison qui travaillent à cause du changement de température quand la nuit est en train de tomber. Ça, je peux l'expliquer. Oui, absolument. La dilatation, la contraction thermique. Exactement. Et cette force devrait rendre impossible l'existence des noyaux, parce que 2 protons, 2 charges positives, ne devraient pas pouvoir s'approcher et rester ensemble. Oui. Et c'est là que la force forte va intervenir. Et va déjouer ça. D'où son nom. Ah, voilà. D'accord. La force forte, parce qu'elle contrebalance et dépasse même la répulsion électrostatique. D'accord. Donc on a une force électrique répulsive très importante. Il s'en passe des choses dans la matière. Ah oui. C'est dingue. Oui. On ne se doute pas de tout ça. Quand Victor Hugo dit « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» Il n'y a même pas besoin de ça. Il y a juste besoin de... Ah, inanimé, oui, c'est faux. Les choses. Ah bah oui, ça bouge là-dedans. La physique quantique, la physique de l'infiniment petit, jamais rien n'est immobile, c'est une fluctuation. Plus on descend et plus ça fluctue. Et c'est ça. Et moi, dans cette formule de mantra que je reçois, et je nage dans le mouvement de la vie, c'est totalement approprié parce que tout est en mouvement en permanence. Oui. Au niveau microscopique. Alors que dans le visible, tout est inerte. Oui, et c'est pour ça qu'on a du mal à réconcilier la physique quantique, qui est un des piliers de la physique moderne, et la relativité. Parce que la relativité, c'est lisse, c'est calme, c'est presque immobile. Ah, d'accord. Et la physique quantique, quand on descend des échelles, il y a des fluctuations quantiques de plus en plus importantes. Et donc, ces 2 théories ne sont difficilement pas compatibles. Tout à fait miscibles. Oui. Et pourtant, on parle des deux, là, en physique moderne. Voilà, et les enjeux. Les spiritualistes, ils parlent vraiment des deux, là, de la relativité et de la physique quantique. Oui, bon, on en reparlera, mais voilà, l'enjeu théorique actuel, c'est d'unifier, comme on dit, ces forces-là. Ah ben, je suis contente, moi je vais vers l'unité, tu sais, c'est mon chemin. La théorie de la grande unification, ça s'appelle. Ah ben très bien. Donc ce qui est vrai en physique est vrai aussi en spiritualité. Puisque pour moi, il s'agit d'unifier la dimension humaine et la nature divine. Mais voilà, oui, une des missions, Einstein a mis beaucoup d'efforts là-dedans, c'est d'unifier toutes les forces. Aujourd'hui, on a 4 forces et de les unifier en une seule théorie qui engloberait tout. Ok. Bon, ça s'appelle Dieu, hein. Alors en physique, on va pas se contenter de ça. On va Bien sûr. Mettre l'équation qui décrit tout ça. Tu vas nous mettre Dieu en équation, super. Oula, non. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais aujourd'hui, donc, la force électrique répulsive très importante entre les protons, parce qu'ils ont tous la même charge, enfin tous une charge de même signe. Le noyau ne devrait pas être stable. Mais là, ils sont signe plus, le proton, oui, plus. Hein, après, ça serait moins, ça serait pareil. Mais... Oui, c'est ça. Et la force forte permet la cohésion des noyaux. Alors qu'ils ne devraient pas rester ensemble, parce qu'ils sont de même signe. C'est ça. Finalement, il y a quand même une cohésion. Oui, grâce aux gluons. Les gluons disent... Les fameux gluons. Les gluons font que c'est très difficile de les séparer. Ah, c'est ça. Et voilà, ça permet la cohésion des noyaux. Donc, des noyaux constitués de protons et de neutrons, et même de la cohésion des neutrons et protons eux-mêmes, qui contiennent des quarks. Et les quarks ont parfois la même charge. Tu nous l'as dit avant, qu'effectivement, l'élément le plus basique qu'on ait trouvé, c'est le quark. Oui, ça fait partie dans les protons. Et par exemple, là, on a un proton, c'est UUD, 2 quarks U, donc 2 quarks up, et un quark down. Les quarks U sont identiques, ont la même charge, ne devraient pas pouvoir rester côte à côte. Ouais.
si on s'en tenait à la force électrostatique. Mais heureusement, nous avons un gluon. Sans gluon, il n'y aurait pas de nucléon, il n'y aurait pas de noyau, il n'y aurait pas d'atome. Okay. Et on serait sans doute pas là pour en parler. Elle est très intense, parce qu'elle va contrebalancer. Si vous mettez une distance de 10 puissance moins 15 mètres dans la force électromagnétique, électrostatique, vous allez avoir une force répulsive électrostatique très importante. C'est pour ça qu'on appelle la force forte, c'est qu'elle va être encore plus forte que ça. D'accord, d'accord. Elle a une très courte portée, donc le noyau, typiquement 10-15 mètres. Juste une petite question là, par rapport à mon vocabulaire habituel. Est-ce que tu dirais que le gluon, c'est une force de cohésion? C'est pas une force? Le gluon, c'est le boson vecteur de la force. C'est ce qui va permettre à la force de s'exprimer. Voilà, c'est un élément. C'est ce qui va transmettre l'information de la force. Ok, d'accord. Ok. Et on le représente sous forme de ressort. Voilà, ah oui, c'est ce que 3 ressorts. Ouais. C'est comme ça que tu les as représentés, enfin que c'est représenté ici. Les petits, les vibrations là, les choses les ondulations là. Oui. Ouais, j'ai un petit peu de teasing. Et si vous prenez 2 quarks que vous les éloignez, le ressort va s'étirer. Oui. Et à un moment donné, ça va casser entre guillemets. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez mise en tirant est telle que ça va pouvoir créer 2 particules qui vont partir avec chacun des 2 quarks que vous essayez d'écarter. Oui. Donc ça va faire 2 quarks antiquarks avec un gluon au milieu. Voilà. Ça va fissurer les choses en fait, ça va fractionner. Oui, c'est-à-dire que si vous tirez trop fort, alors ça va se diviser et ça va créer un système plus stable. D'accord. Avec E égale MC2, donc l'énergie que vous allez mettre à essayer de les séparer va être convertie en matière dans une paire quark-antiquark. Bon, ça j'espère qu'on y reviendra parce que c'est pas rien ce que tu dis là. Ça va un peu loin, mais... Oui. Moi, l'équation E égale MC2, bien sûr, elle est connue celle-là. C'est prévu. On en parlera? Oui, on en parlera. Donc, énergie égale de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Oui. C'est ça, hein? Oui. J'ai bien imprimé le son, moi. C'est même une simplification, on verra que la formule plus complète. Bon. Au niveau de Mario Dulcenso, ça va. Oui, mais on verra que ça s'inscrit dans un cadre un peu plus général. Ok. La force forte. Sans elle, pas de noyau. Ouais. Et après, on a la dernière, la force... Faible. Oui, donc ce sont des forces nucléaires dans les toujours nucléaires, donc du noyau. Voilà, nucléaire parce qu'elle a une portée, là on voit 10-17, 10-18 mètres, donc il est dans le milliardième de mètre. Voilà. C'est vraiment puissance moins 18 mètres. Dans le cœur de l'atome. C'est 1000 fois plus petit que le noyau. C'est ça. Donc il faut vraiment que les particules soient en interaction proche pour que... Et cette force a la particularité de pouvoir transformer une particule en une autre. C'est-à-dire, il y a une particule, un quark par exemple. Un quark. Voilà. Là, on a en bas une transformation. À gauche, vous avez un proton, 2 neutrons. Oui. Donc, c'est un atome d'hydrogène. Oui, parce que c'est un proton. Hein, et à droite, on a un neutron. On se souvient, hein, quand il y a un proton et un électron, c'est de l'hydrogène. C'est la première case en haut à gauche. Tableau périodique des éléments, Mendeleïev, on a vu ça la dernière fois. Première case en haut à gauche. Exactement. Et après, un neutron bleu, ici. Ouais. Et il y a un zoom à l'intérieur, c'est DDU. UDD. Ah oui, c'est ça, le schéma de tout à l'heure, là, d'accord. Un quark up, 2 quarks down. Et qui va devenir, le quark down d'en bas, va devenir un quark up. Et donc, par quel miracle, là, excuse-moi? Par l'intervention de la force faible. Ah. Et ce boson vecteur W-, c'est qui évident. va émettre un électron et un antineutrino. D'accord. Ça nous amène un peu loin. Oui. Mais en tout cas, en gros, un neutron neutre va devenir un proton positif plus un électron. D'accord. C'est ça le miracle qui a lieu, c'est ça. La force faible. Voilà, je simplifie un peu. Le miracle de la force faible, c'est de permettre donc de convertir un proton en neutron. Et vice-versa. Exactement. Et donc, comme on change le nombre de protons, on avait un proton à gauche, on a 2 protons à droite. On a transformé un hydrogène en hélium. Ben oui, puisqu'on lui a ajouté un proton et donc un électron. Oui. Alors là, on est vraiment au niveau... Oui, on est vraiment au niveau... le deuxième électron est apparu à la transformation. Oui, là, je ne sais pas comment, mais bon... Oui, voilà. Et donc, on passe de la première case tout en haut à gauche, la deuxième case tout en haut à droite. Oui, c'est ça. Du tableau de Mendeleïev. En hélium. Ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est une radioactivité avec l'intervention de la particule W-. C'est une particule une radioactivité β-. Ça s'appelle β- parce qu'il y a émission d'un électron. Donc β- qui est symbolisé dans le, ici, dans le tableau là. On part de la case rose clair noyau pair et on monte d'une case vers le haut à gauche.
D'accord. C'est-à-dire que n, c'est le nombre de neutrons Oui. en abscisse. Oui. Donc, on fait un neutron en moins. Et z, c'est le nombre de protons. On monte, on fait un proton en plus. Ok. Ça veut dire je transforme un neutron en proton. Bon. Moi, à ce niveau-là, ce que je retiens, c'est l'importance de la force faible et les capacités qu'elle a à transformer un atome de quelque chose en atome d'autre chose. Oui. Bon, voilà. Je retiens et en fait, quand on regarde vraiment précisément, ça transforme un quark en un autre. Ah ben voilà. Donc un nucléon en un autre, donc un atome en un autre. Voilà, c'est ça. Par le biais du quark. Elle transforme un atome en un autre par le biais du quark. Par le biais du changement d'un proton en neutron, ça, et par le biais à l'intérieur même du ce nucléon. D'accord. Changement. Alors, qui déclenche la force faible? Qu'est-ce qui déclenche la force faible? Qui la maîtrise? Alors, ça peut être provoqué. Oui. C'est-à-dire qu'on envoie, on peut provoquer, on envoie des particules dans la matière et ça crée. Ou alors sinon, il y a des radioactivités naturelles. La radioactivité, par exemple, c'est un phénomène de la force faible. Le carbone 14. Le granit, par exemple. Oui, ou le radon. Oui. C'est le radion radioactif dans le granit. Oui. Oui, naturellement. Parce que ici, moi, j'habite sur une région où il y a du granit pas loin. On a toujours dit que c'était radioactif. Oui. C'est-à-dire que naturellement, la force faible va introduire un changement de nature. Ah, d'accord. Ça peut être naturel. La radioactivité peut être naturelle. Naturelle. Et est-ce que c'est ce qui expliquerait, par exemple, que le granit, on dit qu'il peut se dégrader et devenir, par exemple, du sable ou Alors ça, c'est plutôt une érosion mécanique. D'accord. À force d'être soumis au vent, soumis au frottement. Ok. Comme les pyramides d'Égypte, de Khéops, qui sont faites en calcaire assez friable. Oui. Vous voyez que les pyramides de Sékhéphren. Oui. À un bout de sa calotte, mais tout le reste s'est écroulé. Ouais, ça, c'est plutôt mécanique. C'est vraiment d'aller chercher au niveau atomique, voire subatomique. Ok. Et donc, radioactivité bêta-, bêta+, qui sert notamment en radiomédecine. Donc, dans les PET scans, par exemple. Ah, d'accord. PET scan, c'est à partir de positrons. Donc, c'est ce qui permet de voir à travers le corps. De voir ce qui se passe dans le corps, oui. Ouais, c'est ça. Et la capture électronique, c'est-à-dire qu'un proton va absorber un électron pour devenir un neutron. Les protons positifs absorbent un électron négatif, ça fait une charge nulle. Oui. Donc c'est l'inverse de ce qu'on est en train de voir. Ok. Si cet atome d'hélium 3 absorbait un électron, alors le proton redeviendrait neutron et il repasserait du côté gauche. Ça rigole bien. Il s'amuse. Hein. Ah oui, il y a tout un ensemble de règles et puis à l'intérieur, il peut se passer énormément de choses. Et ça permet la nucléosynthèse dans une étoile. C'est-à-dire que dans le Soleil, par exemple, de l'hydrogène est en train d'être brûlé pour se transformer en hélium. D'accord. Ça va durer encore quelques milliards d'années. Et puis après, il y a une autre phase de la vie du Soleil qui va commencer. D'accord. Et nous, on reçoit le rayonnement de chaleur de ça. D'accord. On reçoit aussi, grâce à ça, on reçoit aussi des neutrinos, parce qu'il y a un neutrino qui est émis lors de ces types de radioactivité. Donc nous, on reçoit des neutrinos solaires qui sont étudiés également. Ça fait partie des expériences de physique, d'études des neutrinos qui arrivent jusqu'à nous. Ok. Et on arrive sur ce qu'on appelle le modèle standard, qui est le tableau des particules élémentaires. Donc ça, c'est par rapport au tableau de Mendeleïev ou de la classification périodique des éléments, ça c'est quoi? Ça prend quelle place? C'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Ça, c'est les briques de Lego. D'accord. En un seul mot, le jeu de Lego le plus élémentaire. Voilà, c'est ça. Toute la matière qu'on voit est constituée de ça. Ouais. C'est les éléments de construction, en fait. Hein, voilà, notamment de la matière. La première colonne, UD, sont les deux quarks up et down qui permettent de faire les protons et les neutrons. Ouais, vous ajoutez l'électron qui est juste en dessous et vous faites tous les atomes. D'accord. Avec ça, d'accord. On a la composition de la matière avec ces trois éléments. Oui. D'accord. Après, il y en a d'autres. Il y a 6 quarks. Et par exemple, on parlait de 6 quarks. U, C, T, D, S, B. Voilà. Ça, ce sont les quarks. Charme, strange, étrange, top, bottom. D'accord. Voilà. Qui c'est qui a donné ces noms là? Les petits noms de baptême. C'était découvert au fur et à mesure. D'accord. Oui, c'est pas forcément. Non, mais c'est intéressant. Et donc ça date de 1962, cette découverte des quarks, et notamment l'équivalent de Mendeleïev pour les quarks, le physicien qui a mis en place cette théorie, ne connaissait pas les 6 quarks. Ah, je crois qu'on n'en connaissait que 4 ou 5. D'accord. Donc il a fait sa théorie, il les a mis dans une pyramide en disant il y a un trou. Ah ben comme on va en trouver un autre. Comme Mendeleïev avait fait pour son tableau. Oui. Et une symétrie, parce que 5 en physique, on n'aime pas beaucoup, c'est pas symétrique. Donc il a dit il y en a 6, il les a mis dans un triangle en disant avec les propriétés qu'on voit,
eux, ils vont par 2, ils vont par 2, donc il y en aura 6 à la fin. Ouais. Et c'est arrivé plus tard. D'accord. Ok. Donc la formalisation des particules qu'on connaissait déjà a permis de prédire qu'il y en a d'autres qui arriveront. D'accord. Et après, on a donc l'électron, le muon et la particule tau, qui sont en gros ils ont la même charge, les mêmes propriétés que l'électron, mais en beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. D'accord. Notamment le tau. Bon, on voit les masses 0,5, 105 et 1700. Donc le tau est en gros 4000 fois plus lourd que oui, l'électron. enfin, on n'est encore pas sur des poids lourds. Hein. C'est pas très lourd. Non. Mais pour une particule élémentaire. Ouais. Après, on a en dessous les neutrinos. Électronique, muonique, tauique. Voilà, qui vont avec la particule du dessus. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les leptons, électrons, neutrinos. Après, on a les quarks. Oui. Et la colonne orange, ce sont ce qu'on appelle les bosons de jauge ou les bosons vecteurs. Ce sont les particules, qu'on appelle des bosons, qui vont véhiculer les forces. Oui, ça, tu nous as parlé du gluon tout à l'heure, donc c'est qui fait la force d'attraction. Forte, oui. En bas, on a W plus moins et le Z0, qui font les forces faibles. Oui. Et on a le photon, qui est le vecteur, ça je ne l'ai pas dit, de la force électromagnétique. Alors oui, le photon, on n'a pas parlé des photons, pourtant c'est un truc qui m'intéresserait aussi, mais on y reviendra peut-être. Oui. Alors le photon, c'est à la fois de la lumière, oui, c'est ça. Et à la fois, c'est le boson vecteur. Donc quand vous approchez deux charges, ou quand vous envoyez une charge l'une sur l'autre et que ça dévie, en termes théoriques, on dit qu'ils ont échangé des photons. D'accord. Photon, est-ce que c'est de la lumière? Oui. La lumière est une catégorie de photons particulière, mais ce sont toute la catégorie des ondes électromagnétiques. D'accord. C'est la prochaine émission. D'accord. Ah bah très bien. Tu le fais très bien là, Julien. Bravo. Mais tu m'offres super, la transition. Le tremplin. Et le photon, voilà, va bien au-delà de juste la lumière avec ses couleurs. Bon, parce que moi, souvent dans les guidances, j'entends parler des photons, justement. Il est beaucoup question de photons. Et je ne sais pas tellement ce que ça veut dire d'un point de vue de la physique. Ah bah ça sera intéressant. Le photon, c'est le boson vecteur de la force électromagnétique. Alors, en français. Oui, c'est ça, s'il te plaît. Ça donne. C'est aussi l'aspect corpusculaire d'une onde électromagnétique. La dualité onde-corpuscule. Oui. On en reparlera aussi. Ouais. Et puis, c'est le boson vecteur, c'est-à-dire que deux charges en interaction, en fait, en quelque sorte, échangent des photons pour voir comment elles se comportent l'une par rapport à l'autre. D'accord. Bon, je pense que tu m'expliqueras ça de façon plus. On ne pourra pas aller jusqu'au bout parce que on arrive sur vraiment les calculs d'interaction. Ça peut devenir complexe. Ce que moi je veux retenir, c'est que le photon n'est pas c'est pas un atome en fait. C'est une autre, c'est une particule. C'est une particule. C'est un boson vecteur. D'accord. Et un atome, c'est un assemblage de quarks U, quarks D et électrons. Ouais, ça j'ai. Ce ne sont pas du tout la même nature. Je crois que j'ai à peu près compris ce qu'est un atome. Compris ce que tu as expliqué de ce qu'est un atome. Ça j'ai à peu près compris. En gros, avec le premier carré, 3 lignes, 3 colonnes. Ouais, c'est ça. Vous faites de la matière. Ouais. On pourrait dire que l'atome, c'est un produit, un assemblage d'éléments, tandis que le photon, c'est un élément à lui tout seul. Oui. Je ne dis pas trop de bêtises. Oui, le mot élément collisionne un peu avec l'exception en chimie, quand on dit le mercure est un élément. Oui. Mais c'est un objet. D'accord, un objet à lui tout seul. Et on peut faire des particules, par exemple, avec des quarks strange. SSD, c'est une particule. C'est ça, d'accord. Une particule qui s'appelle Xi, SSD, donc Xi-, c'est 2 quarks S et un quark D. Bon, ça dit pas très longtemps. Toutes, hein non, mais ça, j'ai étudié ça en 5e année. C'était mon mémoire d'Eva. D'accord, ok. Et donc, avec ça, on peut faire des particules. Avec ces 6 quarks. Ouais, c'est matière, avec les 6 violets. Je ne sais pas si on voit la souris à l'écran. C'est la matière hadronique. Hadronique. Et puis après, il y a la matière leptonique. Hadronique, c'est à partir de quarks. Leptonique, c'est tout ce qui est vert. Ouais. Okay. Électrons, muons, les leptons. Et les neutrinos associés. D'accord. La colonne orange, ce sont les bosons vecteurs. Ouais. Qui... De jauge. Oui, on appelle ça, c'est les deux. Oui, ok. Qui sont les intermédiaires qui permettent d'échanger les forces entre particules. Et après, tout en haut à droite, la particule que tu as citée, le boson de Higgs. Parce qu'elle est connue, celle-là. Je ne sais pas si c'est du marketing. Très récemment découverte, il y a une dizaine d'années, avec le LHC, donc le collisionnaire le Large Hadron Collider. Le Large Hadron Collider, hadron, c'est ce que j'ai dit, c'est une matière faite de quarks. C'est au CERN, ils ont fait collisionner des protons ensemble. Donc, ils ont fait se bagarrer des protons. Oui. Se rencontrer. Oui. Se collisionner à des énergies. À des vitesses. Des vitesses proches de la lumière, mais surtout des énergies de plus en plus élevées. D'accord.
Donc, ils avaient réussi à isoler des protons. Oui, ça, c'est pas dur. Ah bon, c'est pas Tu dur. prends un hydrogène, tu enlèves l'électron. Oui, c'est ça. T'as un Bah oui, proton. c'est facile. Ça, c'est oui, ça, c'est pas. Comme tu le dis, c'est pas c'est tellement compliqué. facile. D'accord. Ils ont accéléré. Et il fallait une énergie suffisante pour pouvoir créer. Là, c'est E égale MC2 aussi. L'énergie libérée dans la collision Oui. est suffisante pour créer la particule. Oui. Et parmi la particule créée, parce que le boson de Higgs est très lourd, donc il faut beaucoup d'énergie, on a l'énergie suffisante pour créer des bosons de Higgs qui survivent une fraction de seconde. Et après, on regarde en quoi ils se désintègrent. D'accord. Voilà, à l'intérieur du détecteur. Et on a pu remonter au fait que c'est bien le boson de Higgs. On a déterminé sa masse, ses caractéristiques. Ouais. Alors pourquoi on l'appelle la particule divine, la particule de Dieu? Je pense que c'était un peu marketing parce que c'est la dernière particule qui résistait, l'avant-dernière, à la détection directe. Une particule, on disait. Elle se cachait? Bah, il fallait beaucoup d'énergie pour la faire apparaître. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, ok. Donc on n'avait pas, la technologie n'était pas suffisante pour créer des accélérations suffisamment énergétiques pour la faire toi, émerger. ça t'a pas donné la foi particulièrement? Non. Non. Pas celle-là en pas particulier. Ça. Mais... Non. T'as autre chose qui te donne la foi. Ton expérience. Disons, quand on voit ce tableau, donc il y a quoi, une quinzaine de particules, non, plutôt une vingtaine, et quand on voit comment les interactions entre elles permettent de faire des nucléons, donc des protons, des neutrons qui font des atomes, enfin qui font des noyaux des atomes, des molécules, et toute la diversité pour arriver jusqu'à la vie, et des corps et la vie, et le mouvement, et l'autodétermination des vies. Je me dis quand même, voilà, c'est quand même bien fait. Ouais, c'est bien foutu. Il y a quelque chose qui tient debout, quoi. Ouais. Et tout ça à partir Il y a une force, alors justement. Il y a une dizaine de particules, et puis il y a les interactions entre elles. Et on verra notamment au niveau de la molécule d'eau, les propriétés électroniques et physiques de la molécule d'eau amènent ses propriétés chimiques et l'émergence possible de la vie. Et tout ça, ça se résume. Tout ça, c'est lié. Bon. Ça vient de ce qu'on a là. Alors, évidemment, là on va pas traiter de cette question-là dans cette émission, mais toute la question, c'est de savoir, est-ce que la conscience précède tout ça? Donc ça, la matière et son organisation, ou bien est-ce que c'est la matière qui permet la conscience? Ou est-ce que ça coexiste et ça se rencontre? Ça, j'ai pas la réponse. Ah, non, mais voilà, on a chacun notre conviction. Mais après, de voir d'où ça viendrait. Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que c'est le hasard pur? Quelle est l'intention? Quoi, tu dis, le hasard pur. Quelle est l'intention qui a amené ça? Voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il une intention qui a amené, y a-t-il un principe qui s'est exprimé à travers ce langage? C'est pas un langage, mais cette organisation, cet ensemble des quelques particules élémentaires. Alors, il y en a quand même un petit peu d'autres qu'on n'a pas représentés ici, les antiparticules notamment. D'accord. Donc, tous les quarks, les trois premières colonnes, en fait, ont toutes un double qui a une charge opposée. D'accord. Donc, un électron a un double qui s'appelle le positron, qui a une charge plus. Le quark U a un antiquark U. D'accord. Et le quark D a un antiquark D. Et donc, un proton peut avoir un double qui s'appelle l'antiproton. D'accord. Et le neutron, un antineutron. Et le neutrino a aussi un antineutrino. D'accord. Typiquement, pour les particules chargées, elles ont la charge opposée. Et pour les particules non chargées, elles ont d'autres formes. C'est une symétrie. Mais on le trouve dans la matière aussi. Ça survit pas longtemps. Parce que un positron, par exemple, va très vite rencontrer un électron et s'annihiler. D'accord. Et ça va former deux photons. D'accord. Ce qui est la base du PET scan. C'est la positron-électron tomographie. D'accord. On envoie des positrons dans le corps qui rencontrent les électrons du corps. Et c'est ça qui fait l'image. Et on détecte les photons en disant ils viennent de là, c'est-à-dire que le produit était là. C'est dingue ça. Voilà. Et le dernier, le graviton. Graviton. Pas encore détecté. Non, pas encore détecté. Il est postulé. C'est le boson vecteur. Ouais. On l'a pas détecté, mais dans la théorie, c'est le boson vecteur de l'interaction gravitationnelle. Tout comme le photon permet l'interaction entre deux charges, le graviton permettrait l'interaction entre deux masses. D'accord. Et informe voilà ce qui se passe entre les deux masses et leur interaction. D'accord. Voilà, il fallait bien 2 émissions. Ah ben là je veux, oui. Ah oui. C'est incroyable. Moi, je pensais que je comprendrais rien. Bon, c'est vrai que je pense que je comprends à peu près la moitié de ce que tu dis. Par contre, Julien, je veux te remercier parce que ça m'intéresse. Même si je ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment intéressant pour moi
d'admettre que mon système cognitif ne peut pas tout intégrer, mais il y a quelque chose dans ma conscience qui se réjouit de baigner là-dedans. C'est étrange. C'est comme si tu me parlais de moi dans des niveaux que je n'accédais pas à ça avant. Et là, tu es en train de me dire, tiens, viens nager à l'intérieur de toi. C'est bizarre, hein? Mais on est tous constitués de ça. Peut-être d'autres choses qu'on connaît pas encore, mais on est tous. C'est drôle, hein? On est tous à l'intérieur. C'est comme si tu nous ouvrais un livre intérieur et que tout à coup, on arrive à mieux savoir ce qu'il y a dedans. Bon, après, là, on résume en 2 fois 1 heure des décennies, voire des siècles de recherche. Ouais. Et puis bon, pour arriver à manier ça théoriquement avec des outils mathématiques, il faut plusieurs années d'études supérieures. Oui. Mais donc, là, c'est pas notre ambition, donc, on est d'accord. Non, mais juste pour dire, effectivement, on peut pas tout absorber en 2 heures. Ouais. Mais ce qui est étrange dans ma perception de ce qu'on vit là ensemble, c'est que alors que mon système cognitif ne peut pas s'approprier les informations, il en prend de temps en temps. Il y a des choses qu'il arrive la plupart il les prend pas, mais la sensation que ça me fait est très étrange. C'est que ma conscience capte plus que mon système cognitif. Et ça, je suis pas sûre que pour toi ce soit facile à entendre. Si, ça va. Ma conscience est nourrie de nos échanges, alors que le système cognitif ne peut pas s'approprier ce que tu me dis. Pas tout. Mais... Très peu. Alors que toi, tu maîtrises. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu maîtrises parfaitement les concepts que tu abordes. Moi, j'ai une grande réjouissance à découvrir qu'est-ce qu'il y a au cœur de la matière. Eh ben, ouais, Peut-être ça parle de ça aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est oui, je comprends. Au bout du bout, quand on regarde de plus en plus bas, qu'est-ce qu'il y a. Et l'aventure continue, c'est-à-dire qu'on parle de pré-quark, éventuellement, parce que un jour, peut-être qu'on arrivera avec suffisamment d'énergie à casser un quark et à voir qu'il y a à l'intérieur encore des choses. Oui, parce qu'on peut imaginer que on était loin, par exemple, il y a un siècle, de se douter qu'on pourrait découvrir des quarks. On était très loin, c'est sûr. Et on croyait déjà être arrivé au terme de la découverte. Oui, Mendeleïev ne connaissait pas les atomes, ne connaissait pas les noyaux et les atomes. Les noyaux et les électrons. Et après, c'est arrivé. Moi, l'hypothèse que j'émets, c'est que il y a cette méthode d'investigation, donc par l'observation, les expériences, l'accélérateur de particules, etc. Et à mon avis, il y a celle de Mendeleïev aussi, c'est-à-dire celle de la connaissance spontanée qui peut être couplée avec. C'est ça qui est magnifique avec Mendeleïev. Et il y a aussi le fait que parfois, pour ça que j'ai mis Dirac, l'équation de Dirac a précédé la découverte de l'antimatière. C'est-à-dire que l'équation de Dirac a dit il y a une solution qui décrit ce qu'on connaît, et une solution négative qui dit c'est la même chose avec des charges opposées. Donc il a prédit l'oppositron qui a été découvert quelques années après. Tout comme Mendeleïev, tout comme dans les quarks, il a dit je vais les ranger comme ça, il y a un trou. Et c'est là où la beauté des mathématiques précède la découverte physique, parce que la symétrie fait qu'il doit y avoir quelque chose. La logique de l'organisation de la matière, qui est donc symétrique, effectivement, laisse de la place à des choses qui n'ont pas encore... Et puis est prédite par les mathématiques. Et les mathématiques qui décrivent ce qu'on connaît aujourd'hui ouvrent la porte, notamment à travers des solutions mathématiques positives, négatives, à une place pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et je prédise même. J'ai une question à laquelle tu es libre de ne pas répondre, mais parce qu'elle est indiscrète. Est-ce que toi, Julien, qui a quand même un cerveau gauche particulièrement bien foutu, et qui va par le raisonnement acquérir beaucoup de connaissances, est-ce que tu laisses de la place à ton intuition ou est-ce que c'est absolument pas possible de laisser ton inspiration, ta connexion avec le monde subtil te donner des informations qui viendraient en complément de ce que tu as appris? Ça peut venir en complément, mais aussi je pense que une maîtrise des outils mathématiques, c'est comme faire ses gammes au piano. Quand on connaît bien ses gammes, alors on peut s'exprimer. D'accord. Et là, l'intuition, pour moi, parfois a pu s'exprimer grâce à ce socle que j'avais. C'est ça, parce que ça te donne une maîtrise des outils qui te permettent de la liberté. Oui. Qui permet une maîtrise, une fluidité, et puis comme le pianiste qui oublie ses gammes et qui qui a tellement intégré la technique. C'est ça, on intègre, et puis après on acquiert ce qu'on appelle par exemple le sens physique avec les ordres de grandeur, et il y a quelque chose d'une fluidité qui s'installe. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire que les gens qui sont très cortiqués, qui ont vraiment une très grande maîtrise du raisonnement logique et de la démarche scientifique dure,
n'exclut absolument pas la possibilité d'être inspirés par le principe, par l'être spirituel qu'ils sont. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui, et puis par la beauté de la nature, et la beauté du langage que sont les mathématiques, parce que les équations qui décrivent ça sont d'une élégance assez incroyable. Bon, ça, je dois dire, je capte pas. On n'ira pas jusque-là, parce que voilà. J'aime beaucoup. Quand on écrit les équations de ça, c'est une espèce de beauté, de poésie. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé les mathématiques quand j'étais plus jeune. C'est vrai que ça me fascinait. Je sentais que j'avais une affinité avec les mathématiques que je n'ai pas cultivée, mais je peux comprendre que tu parles de l'élégance d'une équation. Je n'y accède pas, mais je le suppute. Oui. Tu nous parles de la prochaine capsule? Prochaine capsule. Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu les nous ondes. as dit les ondes. Les ondes. On va Wow. parler des ondes, les différents types d'ondes. Il y a les ondes mécaniques, acoustiques, électromagnétiques, gravitationnelles. Bon. Ouais, des propriétés des ondes. Les ondes, c'est quelque chose qui fait un mouvement comme ça. Oui, souvent c'est sinusoïdal. Sinusoïdal, absolument. Ok. Parce que moi, je parle beaucoup de l'onde divine. C'est incongru pour toi? Ouais. On verra. Mais tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire. C'est ça qui nous intéresse. Merci, Julien. Merci à vous. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. 1 heure. 1 heure, on est incroyable, hein? Ouais. C'est bon pour toi? Oui, très bien. Génial. Allez, merci les amis d'avoir été les bons élèves qui avaient suivi l'exposé magnifique de Julien. Merci Julien.